Le projet de Newcastle est un bid monumental. Salut tout le monde, c'est TMF et évidemment quand je dis ça je suis dans la provocation parce que finalement le projet de Newcastle est tout à fait respectable, mais en attendant il y a quand même un décalage absolument majeur entre les attentes qu'il y avait au moment du rachat de Newcastle par le PIF et ce que ça donne aujourd'hui, alors que le club s'apprête à disputer un barrage de Ligue des Champions, à tel point qu'on peut se demander si entre le rachat de 2021 et aujourd'hui en 2026 les priorités de l'Arabie Saoudite n'ont pas changé, à quel point finalement le club de Première Ligue est passé derrière le développement de la Saudi Pro League, est passé derrière les ambitions de mondial organisées à la maison. La vérité, c'est qu'en tout cas, d'un point de vue flux d'argent, il y a des endroits où c'est plus facile d'envoyer du cash et, spoiler alert, c'est pas du côté de Newcastle. Alors dans cette vidéo, on va revenir dans un premier lieu sur les fantasmes qu'ont suscité finalement les annonces de rachat de Newcastle à l'époque, parce que c'était absolument énorme et on avait au fait de faire des rapprochements avec Manchester City, avec le Paris Saint-Germain. Or, comme vous le savez, aujourd'hui le projet est un peu à un stade différent. On verra les limites concrètes qui ont bloqué le projet de Newcastle et qui font qu'aujourd'hui c'est pas devenu le monstre qu'on pouvait anticiper à l'époque. Et puis je vais faire un petit état des lieux et vous donner un avis sur ce qu'est ce club aujourd'hui, ce qu'est même plus précisément cette équipe aujourd'hui. Et puis on terminera dans une partie sponsorisée par Winamax avec un petit peu de projection sur leur match face à Karabag. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs, c'est seulement pour les majeurs et c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante. Si vous avez envie de vous créer un compte, vous avez le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet, votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € et en plus ça aide la chaîne. Vous avez vu les pronos les plus posés, je vous donnerai mon petit pronostic personnel à la fin. On parle de Newcastle, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Est-ce que vous vous souvenez des fantasmes absolument dingues qu'on avait en 2021 quand Newcastle a été racheté par le fonds saoudien? En fait, en 2021, c'est le fameux PIF qui est derrière le rachat du club, le Public Investment Fund de l'Arabie Saoudite. Et sur le papier, tu avais des moyens qui étaient quasiment illimités, des centaines de milliards qui allaient pouvoir être injectés dans le club. Et évidemment, on se disait que ça allait faire comme City avec Abu Dhabi, on se disait que ça allait faire comme le Paris Saint-Germain avec le Qatar. On imaginait déjà Newcastle devenir un club absolument phénoménal et sur le papier c'est pas totalement faux parce qu'on l'a vu en termes de moyens, le PIF a été capable de révolutionner le football, sauf que comme vous le savez ça s'est plus fait du côté de la Saudi Pro League que du côté de Newcastle, mais sur le papier ça avait tout pour marcher. Newcastle c'était pas un plastic club comme ce qu'on peut dire du côté de l'Allemagne avec le Red Bull Leipzig, non, Newcastle c'est un club qui était peut-être un petit peu dans le dur au niveau de son histoire récente, mais qui avait un passé glorieux du côté de l'Angleterre, qui avait un gros pool de supporters qui pouvaient exploiter, et puis surtout, quand t'injectes de la thune dans un club qui joue dans le championnat le plus prestigieux du monde, on peut dire que ça fait sens en termes de projet. Finalement, avec ça, le PIF allait pouvoir avoir un ancrage très fort dans un championnat très fort, dans un sport très fort, bref, en termes de soft power, c'était annoncé, Newcastle allait tout dévaster. Bon, la révolution, elle n'a pas eu lieu. Alors pourquoi Newcastle ne s'est pas imposé comme un géant avec l'Arabie Saoudite qui était derrière depuis le rachat? Eh bien, la première explication tient dans le PSR qui est en quelque sorte le fair play financier du côté de la Première Ligue. Ce dernier est bien différent de la DNCG qu'on connaît en France. La DNCG, pour caricaturer, elle s'assure principalement de la solvabilité des clubs pour qu'ils soient solides économiquement. Du côté de l'Angleterre, le fair play financier maison, il demande des comptes à l'équilibre et finalement c'est la soutenabilité de l'économie des clubs sans qu'on ait recours à un actionnaire qui est analysé. Très concrètement, vous le voyez à travers cet article, ce qu'on va demander depuis 2013, c'est pas plus de 105 millions de livres de pertes sur 3 ans, donc une limite de 41 millions de livres par saison. Ce que ça veut dire, très bêtement, c'est que tu peux plus investir à fond perdu. Il faut oublier les projets à la Chelsea de l'époque, à la Manchester City de l'époque, où tu étais capable d'injecter massivement de l'argent. Ici, il faut que tu développes ton club de façon organique. Et attention, il y a encore une subtilité à ça, c'est terminé l'époque où tu pouvais pipoter des contrats commerciaux. On sait que Manchester City a eu des énormes problèmes avec la fédération anglaise à cause de ça, parce qu'ils avaient justement des partenariats commerciaux où tu pouvais te dire
tu prends de l'argent de la main gauche pour le donner à la main droite et finalement c'est toujours les mêmes acteurs qui sont concernés, donc les contrats ils sont bidons. Sauf que maintenant, ça c'est surveillé du côté de la Première Ligue et autant vous dire qu'on ne plaisante plus avec ça. Donc en fait, Newcastle, ça a été un rachat qui a été fait post-ère des bouleversements des nouveaux riches et donc il y avait déjà toutes les mécaniques qui étaient en place pour éviter ce genre de nouveaux entrants. C'est comme si demain tu investissais dans un club de Liga, du jour au lendemain, bah, vous savez comment se passe le fair play financier de la Liga, il embête déjà suffisamment le FC Barcelone, tu peux pas te permettre de complètement péter le budget de ton club en te disant bah, on va être perdant pendant 10 ans mais c'est pas grave, on va récupérer nos gains d'ici quelques temps. Et ça c'est quand même une spécificité du monde du foot parce qu'on connaît plein d'acteurs où il y a une guerre de la concurrence et où on se dit le gagnant prendra tout. Il y a ça sur les plateformes de streaming, il y a ça sur les plateformes de livraison, même sur certains sites e-commerce où tu investis massivement, tu te dis que tu as des pertes, mais c'est pas grave, c'est de l'investissement et tu trouveras ta rentabilité derrière. Non, du côté du football, tu peux pas avoir ça. Alors reste la solution de faire grandir organiquement les revenus de Newcastle, mais là aussi, tu as des problèmes. Ton stade, il fait 52 000 places. Tu aurais pu avoir des projets d'agrandissement de St. James Park, ça a d'ailleurs été étudié, mais le stade est situé grosso modo en centre-ville, donc en fait c'est extrêmement compliqué du jour au lendemain de transformer un stade de 50 000 personnes à un stade de 65 000 personnes, ce qui aurait permis d'accroître tes revenus et donc d'aider le club à grandir. On le voit aujourd'hui avec par exemple le Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain, il y a des clubs qui structurellement au bout d'un moment ont besoin de s'agrandir comme ça. Il faut ajouter du côté de Newcastle quelques mouvements au niveau de la direction sportive. Je ne vais pas tout vous détailler parce qu'à mon sens, c'est pas forcément le point le plus bloquant pour le projet, mais ça a joué. Et sur le banc, tu as une situation à la Laurent Blanc, question de continuer les parallèles avec le Paris Saint-Germain. Alors, je parle d'une situation à la Laurent Blanc parce que Eddie Howe, qui est en place depuis 2021, n'était pas le choix numéro 1. C'était un entraîneur qui se retrouvait sans poste, qui avait été démissionnaire de Bournemouth durant la saison de la relégation de son club. Bref, c'était pas franchement le mec qui faisait le plus rêver. Sauf qu'au bout d'un moment, Newcastle a galéré à trouver son premier technicien, c'est lui qu'ils ont été chercher, et c'est peut-être pas un nom aussi prestigieux que ce que tu peux avoir dans d'autres grands clubs anglais. La Première Ligue étant quand même devenue, au fil des années, un championnat de managers, parce qu'ils ont chopé Klopp, ils ont chopé Guardiola, ils ont chopé à une époque Unai Emery, Arteta, enfin vous voyez absolument tous les gros noms qui sont allés de ce côté. Bon, Eddie Howe, alors il n'est pas resté par hasard, hein, il a réussi à beaucoup développer des jeunes du côté de Newcastle, des joueurs qui ont changé de dimension sous ses ordres. Il a mis en place une intensité qui est devenue une vraie caractéristique de l'équipe, et finalement il a développé un truc qui est quand même assez intéressant, mais bon, Chelsea a été marqué dans son histoire de son développement par le passage de José Mourinho, par exemple. Manchester City est difficilement dissociable aujourd'hui de Pep Guardiola. Il y a quand même des grands noms comme ça qui sont associés au développement de ces équipes. On peut pas dire que Newcastle ait bénéficié de ça. Et sur l'effectif, en fait, tu as absolument le cumul de tous les problèmes. Le fair play financier fait que tu peux pas proposer des choses absolument déconnantes aux joueurs. Tu peux pas arriver et proposer le double en montant de transfert comme ce qu'on a pu voir à une époque avec les nouveaux riches. Et pourtant, il faut trouver des moyens de convaincre les joueurs, les clubs. Les clubs savent que t'es riche, donc ils essaient d'être gourmands. Et les joueurs, ils se retrouvent face à un constat qui est tout bête, c'est que Newcastle, ça vend pas du rêve comme Liverpool, comme Manchester City ou comme je ne sais quel autre club de Première Ligue qui a peut-être un petit peu plus d'historique. Donc en fait, la grande limite qu'a connue Newcastle, c'est à mon sens vraiment ce système de fair play financier qui fait que quand t'es un nouvel entrant, t'as un retard de prestige, t'as un retard de compétitivité et tu peux juste pas injecter assez d'argent pour rattraper ça. Alors évidemment, ça évite qu'on fasse absolument n'importe quoi dans le foot et qu'un nouveau riche bouscule l'équilibre, mais ça encourage aussi les acteurs en place. Où en est Newcastle aujourd'hui ? Est-ce que c'est une équipe compétitive ? Est-ce que c'est un des plus grands clubs anglais ? Alors j'irai pas jusque là, mais il faut quand même avouer qu'ils ont un 11 qui est assez intéressant. Du côté du milieu de terrain, je retiens Tonali et Guimarães, beaucoup de clubs de l'envie. Je retiens également devant Gordon, qui est un des grands espoirs de l'Angleterre, et sur la compo, vous voyez pas Elanga et Livramento, qui sont des joueurs plutôt intéressants. Reste qu'en dehors de ça,
je trouve quand même que c'est une équipe qui peut être décrite comme une équipe assez classique du côté de la Première Ligue. Je suis pas en train de vous dire que ça taperait pas la majorité des formations de Ligue 1, mais vous savez comment ça se passe en Angleterre, n'importe quel club peut poser 50 millions d'euros sur un recrutement sans que ce soit l'affaire de l'année. Et une fois qu'on a ça en tête, qu'on regarde l'effectif de Newcastle, on peut se dire que pour un niveau riche, c'est pas spécialement clinquant. En plus, je vous ai parlé de Guimarães, il est quand même envoyé régulièrement dans d'autres clubs depuis un moment. Tonali, ça commence également à beaucoup s'agiter autour de lui, à tel point qu'on l'anticipe comme étant potentiellement un des gros transferts du mercato estival. Et il y a un truc qui reste à mes yeux assez choquant du problème actuel de Newcastle, c'est que devant, tu as Waltmad. Alors Waltmad, c'est le recrutement qui vise à remplacer Alexander Isak, qui était ton grand joueur de qualité que tu n'as pas réussi à retenir. Et en fait, ça, c'est tout le problème de Newcastle actuellement, c'est qu'ils n'arrivent pas à retenir un Alexander Isak, sauf que quand ils essayent de recruter, ils sont pas la priorité d'Hugo Ekitike, qui leur file entre les doigts, ils sont pas la priorité de beaucoup de joueurs, ils ont loupé du Eze, ils ont loupé plein de joueurs comme ça, je parle pas que de cet été, mais il y a quand même un historique de dossiers manqués de la part de Newcastle, parce qu'ils ont pas forcément le prestige, et du coup, quand t'as pas forcément le prestige, que t'as du mal à retenir tes joueurs, que t'as du mal à en attirer des clinquants, c'est délicat de te développer, et finalement, l'effectif de Newcastle en termes de valorisation, c'est le 7e de Première Ligue. C'est complètement rentré dans le rang, on est loin des fantasmes du super club État qui était imaginé à une époque, et surtout, t'es 7e, mais t'es assez loin des deux premiers qui ont quasiment 600 millions de valorisation de plus que toi. Donc en fait, on en revient toujours au même problème avec Newcastle, le fair play financier de la Ligue anglaise est vertueux sur pas mal de points, mais la grosse contrainte, c'est que ça contraint les clubs à immobilisme. Et aujourd'hui, est-ce que Newcastle est un projet décevant ? Un petit peu quand même. On peut se dire avec de la post-rationalisation que c'est tout à fait honorable, que les résultats sont à la hauteur des attentes, mais en attendant, prenez votre petit ordinateur, allez chercher dans Google ou interrogez je ne sais quelle IA pour reprendre un petit peu la température qu'il y avait fin 2021 au niveau du rachat. Wow, on annonçait Newcastle sur une autre planète aujourd'hui. Force est de constater que c'est un club de Première Ligue un petit peu spécial, évidemment. Mais passé la première saison post-rachat, on est quand même relativement rentré dans le rang. Terminons cette vidéo avec le petit avant-match face à Qarabağ, une équipe qui normalement est largement à la portée de Newcastle, mais méfions-nous en tout cas, parce que le club anglais se retrouve barragiste en Ligue des Champions et que le barrage, il peut parfois réserver quelques surprises. Voici les stats de Qarabağ en Ligue des Champions pour cette édition. C'est une équipe intéressante qui a eu des matchs très spectaculaires, 2-3 face au Benfica, 2-2 face à Chelsea, comme quoi il faut s'en méfier, 2-4 face à l'Ajax, ça marque beaucoup, ça prend beaucoup de buts également, et sur Newcastle, vous le voyez, c'est assez différent, nettement plus solide avec peu de buts concédés, une bonne puissance offensive, et ce qu'on a en tête en France qui nous a marqué, c'est évidemment le match nul face au Paris Saint-Germain. Je vais vous donner mon petit pronostic dans une partie sponsorisée par Winamax. Comme d'habitude, les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs, c'est réservé aux majeurs, et c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante. Si vous voulez vous créer un compte, vous avez le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet, votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € et ça aide la chaîne. Newcastle est évidemment immensément favori avec une cote à 1,38, 95% des parieurs qui vont dessus. Sur les pronos les plus posés, on a Newcastle, les deux équipes qui marquent plus de 1,5 but. Newcastle ou match nul avec un peu de prudence. Buteur Waltmad, il faut avoir l'amour du risque quand on voit ses statistiques en Ligue des Champions. Et mon petit pronostic personnel, c'est plus de 1,5 but et Newcastle ou match nul. Une cote à 1,26, je suis pas gourmand du tout là-dessus, mais c'est un match où je me dis que il peut y avoir du but, j'ai tendance à le croire, mais je vois pas non plus Newcastle plier les débats dès le départ, surtout qu'ils jouent à l'extérieur, donc me laisser une petite option pour le match nul, ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez prudent. Une chose est sûre, aujourd'hui Newcastle est une équipe qui a été capable de faire des résultats intéressants, mais qui a également pas mal choqué dernièrement. Ils sont pas forcément dans la forme de leur vie, donc je vais être curieux de voir comment cette fin de saison va se dessiner pour eux, mais je le redis en conclusion de la vidéo, on est quand même très loin du club qui devait tout dévaster. Je vous dis à demain pour une prochaine, salut!